mesdemoiselles, n'oubliez pas, messieurs, je voudrais vous remercier de votre fidélité. Bonsoir. Et puis, merci à vous de votre confiance. Alors, je vais répondre à une question qui est inlassablement posée sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette musique? Alors, je vais quand même vous donner les références. Bon, vous aurez reconnu la sublime trompette de Miles Davis. Alors, vous trouverez, cet album est magnifique, il faut absolument que vous l'ayez. Ça s'appelle Something Else. C'est un album de Cannonball Adderley. Et vous mettez Miles Davis avec Hank Jones, Sam Jones et Art Blakey, que des pointures. Donc vous allez, vous mettez sur le net Something Else avec Miles Davis, et c'est un album vert, bleu et noir, disponible partout, et il faut absolument l'avoir dans sa discothèque. Merci beaucoup. Nous recevons ce soir quelqu'un qui est l'un des piliers de la recomposition politique qui a eu lieu en 2015. C'est un peu le père de cette fusion-acquisition et nous le recevons ce soir. C'est un habitué de Politiquement Incorrect. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance dès le départ. Et pour ça, Monsieur Ralph Monplaisir, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci, Eddy. Effectivement, j'ai toujours fait confiance à Zouk TV parce que j'y ai toujours été reçu avec le sourire et avec la possibilité de m'exprimer sans aucune arrière-pensée et on m'a toujours laissé parler. Et on sait que quand vous commencez à parler, vous dites des choses importantes. Je dis des fois des choses que je pense en tous les cas moins importantes, mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de débattre sur ce plateau, et ça s'est toujours passé avec respect entre toutes celles et tous ceux qui étaient ici à débattre. Et je crois qu'on le doit beaucoup à la façon dont Zouk TV mène la musique, justement. Nous avons peut-être un monsieur Davis quelconque qui joue la trompette, un maestro quelconque. Bon, très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a des sujets, on en a des tonnes. Oh, il y en a beaucoup, oui, en ce moment. Il y a encore une statue qui a été déboulonnée, mais bon, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais commencer par Case Pilote. Vous féliciter, puisque vous êtes le maire, et là, vous avez gagné. Il y a une fois, vous avez gagné, mais ric-rac. Mais là, la première fois, c'était difficile. Et là, bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment d'obstacle politique vis-à-vis de vous. Comment vous expliquez cette espèce de retournement de l'opinion qui, au départ, était plutôt partagé, hein. On a vu que ça a été une élection au deuxième tour, la première fois, au second tour. Et puis, vous n'étiez pas très, très loin des autres, hein. Tout le monde était à peu près à égalité. Comment vous avez fait pour séduire l'électorat pilotain qui est très particulier? Je vais vous dire. J'ai été élu il y a de cela 12 ans. Au premier tour, j'avais une voix de plus que le maire en place. Et j'étais premier au premier tour. J'ai remercié en disant que j'étais premier. Au deuxième tour, effectivement, j'ai gagné confortablement. Mais il y a une chose que j'ai faite tout de suite. C'est que j'ai fait en sorte d'essayer de montrer à la population deux choses. D'abord, que je respectais, que j'aimais tout le monde. Et j'ai bien dit à tout le monde, pour moi, je suis le maire de tous les habitants de la commune. Et j'ai même eu l'occasion de dire à un de mes opposants majeurs et habituels, à la personne de M. Elie Caronic, lors d'un conseil municipal au début de ma mandature, monsieur, pour moi, vous avez voté pour moi. Il m'a regardé surpris, j'ai dit oui, je suis le maire de la commune, ce n'est pas écrit sur votre front si vous avez mis un bulletin pour moi ou pour Elie Caronic. Je n'en sais rien. Donc je n'ai pas le droit de juger les gens sur leur aspect, ni de dire à quelqu'un « Ah, mais je sais que tu étais mon copain, tu as voté pour moi, et celui-là, tu ne m'aimes pas, tu n'as pas voté pour moi. » Et ça a été une première chose. Puis la deuxième, j'ai essayé de faire mon travail. Je l'ai fait avec des gens qui faisaient confiance au maire que j'étais, qui m'ont accompagné, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Et
je me souviens que quand j'ai fait bouger beaucoup de choses dans la commune, au début, je suis arrivé avec un tempérament un peu impulsif. Oui, qu'on vous connaît. J'ai essayé de pousser. Mais vous avez poussé tout le monde d'ailleurs, on va y revenir, notamment la Chambre régionale des comptes. J'ai poussé. Mais je me souviens que le sénateur maire Roger Lise me voit et à ma première candidature, il me dit un jour, Tibolom, pas où est-ce qu'on fait là? Ou pas pour un monde qui, au Moyen Âge, au 21e siècle, en l'an 8, c'est vous te respirer. Et j'ai compris ce qu'il disait, mais de l'autre côté, il savait très bien que si vous n'avez pas une motivation, vous ne faites rien. Et c'est la motivation qui est le secret. Et la motivation, nous l'avions, mes amis et moi. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses qui avaient été faites par des prédécesseurs, il y avait des choses qui avaient été faites qui étaient bien et qu'il fallait compléter. Puis il y avait des choses qui correspondaient à nos idées. Vous êtes quand même dans une toute petite commune. C'est quoi le budget de Casse-Pilote? Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Après, on fera les comparaisons, mais bon. Combien vous avez quelques millions d'euros, c'est ça? Oui, on n'a pas beaucoup de millions d'euros. Je ne vais pas entrer dans les chiffres pour des raisons simples. C'est que je suis en train de préparer mon budget. Oui. Et je ne veux pas. Mais bon, vous n'avez pas une grande marge de manœuvre pour investir. Non, on n'a pas une grande marge de manœuvre. Vous savez. En plus, on vous a retiré de l'argent. On nous a retiré pendant 12 ans. Pendant que les gens pour que les gens nous écoutent, vous aviez de l'argent qui venait d'une espèce de répartition. Allez, on ne va pas chercher à savoir comment. Ça doit être les gaz. L'échappement de l'usine de Bellefontaine d'EDF qui vous donnait une espèce de prime, quoi. Et puis, à un moment donné, on vous a retiré cette prime. Oui, c'est-à-dire que nous avions cette prime. Un tiers de la prime était à Casse-Pilote, 2 tiers à Bellefontaine. Ouais. Et il s'est passé quelque chose de malheureux. Je ne veux pas revenir dessus. Oui, vous nous avez déjà raconté l'histoire. 50 000 fois. Ouais. En tous les cas, depuis que je suis élu maire, cette somme a disparu de nos recettes. On n'a plus jamais eu, parce qu'il y a eu... J'ai voulu récupérer un bien communal. J'ai mis du temps, mais finalement, j'ai récupéré le bien, qui prouvait que j'avais raison. La somme, entre-temps, on ne l'a toujours pas, mais ça n'empêche pas qu'ayant de bons rapports avec EDF, les choses restent ce qu'elles sont, mais j'ai quand même attaqué EDF et je suis au tribunal, où je réclame 4 ou 5 millions d'euros à EDF, parce qu'ils ne sont pas chez moi, ils sont chez mon voisin. Mais vous avez bon espoir de gagner votre procès? Écoutez, parce que vous vous attaquez à un monstre, là. EDF, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai, j'attaque un monstre. J'attaque quelque chose d'énorme. Mais je me souviens que Goliath avait un lance-pierre. D'accord. Ok, vous, c'est le petit David. Faut pas avoir Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à calmer l'un de vos opposants, qui était votre fils spirituel, et qui vous a rendu les choses difficiles pendant la campagne, au moment des débats? Il y a un débat sur ATV que j'ai eu le plaisir d'animer, où vous avez fait sourire, voire rire toute la Martinique, et même au-delà. Edson, ça s'est calmé comment? Je vais vous expliquer. Parce qu'il est conseiller municipal ou pas? Oui, il est conseiller municipal. Donc vous allez devoir le... Jusqu'à présent, il n'est jamais venu, depuis l'élection. Non, nous avons fait on a déjà eu 2 ou 3 conseils municipaux mis en place. Jamais, il n'est jamais venu. Peut-être que maintenant il viendra, puisque son recours a été rejeté. Mais ce qui s'est passé, il faut comprendre que ça faisait depuis le mois d'août de l'année 2019, j'ai commencé à être attaqué sur les réseaux sociaux par ce monsieur et ses amis. Je n'ai pas répondu. J'ai été attaqué sans arrêt. On arrive à un moment où tout le monde me dit qu'il sera candidat. Et je maintiens aux gens qui me disent ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Oui, il sera candidat, il passe partout, il dit... Et vous, au départ, vous n'y croyez pas du tout? Je n'y croyais pas du tout. Et j'ai même eu l'occasion ici de le dire au rédacteur en chef du journal du PPM, et ici, qui m'a dit, mais non, il va poser une candidature. Mais je dis, ah bon. Et puis... Alors, rappelons son nom quand même. Il s'appelle... Edson Eugène. Edson Eugène. Ouais, tout à fait. Et alors... Ce garçon que je connaissais, que j'avais eu comme un enfant à moi, oui, vous avez il était en classe avec mes enfants. Vous avez dit c'est mon fils. Mais bien sûr, il était en classe avec mes enfants. Et je me disais, il va progresser politiquement à mes côtés, et puis on verra. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. Parce que, bon, les gens savent qu'il y a eu une espèce de
Non, mais ce qui s'est passé quand même, il faut savoir que ce garçon m'a envoyé un message quand j'ai appris qu'il allait être candidat, et il m'a envoyé un message pour m'expliquer qu'il était candidat. Je lui ai répondu pour le féliciter, lui dire que c'était très bien, j'étais content pour lui, que je considérais qu'il avait son droit. Il m'a répondu pour me remercier de tout ce qu'il avait appris à mes côtés, qu'il était persuadé que j'ai tout ça là, hein, que j'allais regagner les élections, qu'il n'allait pas me battre, mais qu'il se préparait pour la fois suivante. Je lui ai dit bravo. Le jour où vous nous recevez, avant l'entrée, je le vois accompagné de plusieurs personnes, de certaines que je ne connaissais pas, qui le suivaient partout pendant toute la campagne, et on se dit bonjour, il m'embrasse. Je rentre dans le studio. On l'annonce comme adjoint au maire. Je savais, et on annonce qu'il était PPM dès le départ, ce qui n'était pas vrai. Donc je reprends tout de suite. Je dis attendez, excusez-moi, il n'était pas PPM. Et ce monsieur n'a jamais été adjoint au maire. Alors qu'il passait partout, dire à tout le monde je suis l'adjoint au maire, je suis l'adjoint au maire, si bien que les gens le présentaient adjoint au maire de Casse-Pilote. Il était conseiller municipal. Mais je réagis. Et vous avez vu, à ce moment-là. Oui, ça l'a un peu. Ah non, mais c'est même pas ça. J'ai vu ça l'a un peu chauffé, il a réagi. J'ai vu un homme qui était prêt à m'agresser physiquement, ses deux doigts pointés. Ah, mais attendez, non, mais il avait deux doigts pointés sur moi. Mais vous comme savez, ça. Mais en fait, comme je dis, agressé physiquement, d'accord, j'exagère. Mais il avait deux doigts pointés sur moi. Vous connaissez la caméra, dès qu'il y a une caméra, regardez ce qui se passe à la CTM. C'est sûr. Il y a combien de caméras? Ça chauffe, on enlève la caméra, tout le monde est Mais bien sûr, mais moi je vous moi, dis, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça s'est calmé? Ce que je peux vous dire, c'est que quand moi j'ai réagi, c'est parce que j'avais été... C'est-à-dire, c'était comme un coup de fusil sur moi. C'est pour ça que ce que j'ai dit, c'est sorti. Je l'ai dit, ce sont des propos malheureux que j'ai tenus, mais je n'avais pas à les tenir comme ça, mais je pouvais quand même penser ce que je pensais. Alors, ça ne s'est pas calmé, M. Barajo. Ça ne s'est jamais calmé. Ce monsieur a continué sa campagne. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends plus parler de lui depuis le jour des élections. Est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus? Je regrette d'avoir dit ça. Mais je ne regrette pas de l'avoir pensé. Très bien. Tout le monde aura compris qu'il y a une différence majeure entre le penser et le dire. C'est sorti. Ah ben on va continuer dans cette même veine. Casse-Pilote, donc c'est une petite ville côtière de la côte Caraïbe qui a des ambitions démesurées, entre guillemets, avec un maire super actif, qui n'a pas forcément les moyens financiers de sa politique, mais qui a des projets. Alors, il y a des maires qui n'ont pas de projet du tout. Vous en avez. Casse-Pilote, cette fameuse marina. Elle est toujours d'actualité. Je suis même en discussion en ce moment avec des gens qui sont prêts à financer la construction et tout. Et dès que j'aurai quelque chose de plus avancé, j'irai voir les autorités locales à travers les assemblées que nous avons. Alors rappelons que votre projet, c'est une marina qui est, on va dire, inédite. Oui. Avec le stationnement des bateaux en profondeur. Voilà, c'est dans la mer. C'est dans la mer. Parce qu'on n'a pas d'espace, vous comprenez, à terre. Donc il fallait bien trouver une solution. Cette solution nous a été présentée et c'est la seule solution pour vous. C'est une espèce de puits. C'est exactement le même principe que vous avez quand vous avez un parking souterrain qui est dans une... En colimaçon. Voilà, en colimaçon, dans un cercle comme dans une buse. C'est le même principe, mais simplement, ce cercle, cette buse est dans la mer, directement. Et au lieu d'avoir des voitures, on a des bateaux. Et par contre, là, au-dessus, c'est une dalle avec la mer qui rentre, parce qu'elle est en dessous du niveau de la mer, et les bateaux circulent dans la marina au-dessus. En dessous, ce sont les voitures et les bateaux qui sont rangés. Très bien. Et ça va coûter quand même... Une centaine de millions. Une centaine de millions d'euros. Ce qui en fait un des projets les plus onéreux de l'avenir, là. Parce que c'est même plus cher que ce fameux pont suspendu, viaduc de Schellcher, que votre frère défend. Puisqu'on parle de 70 millions d'euros, projet CTM d'ailleurs, et vous allez beaucoup plus loin, vous montez à 100 millions d'euros. Alors, entre les deux, quel est le projet qui va se faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur le viaduc de Fontlaillé. Alors, je ne me permettrai pas de m'avancer sur le viaduc de Fontlaillé, sauf pour dire qu'une solution, quelle qu'elle soit, est obligatoire.
on ne peut pas laisser le Nord Caraïbe dans la situation. Alors, je vous pose la question parce que ça vous impacte directement. Parce que quand les gens arrivent à Fond-Laillé, ils sont bloqués et ça bloque les gens de Casse-Pilote. Pas les gens de Casse-Pilote, ça bloque. Enfin, du Nord. Oui, Nord, parce que ça bloque l'économie. Ouais. Les gens vous disent, vous voulez que je vienne développer une activité là, mais moi, déjà pour y arriver à titre personnel, c'est difficile. Déjà, mes clients me disent que quand ils arrivent le matin, parce qu'il n'y a pas de grosse circulation, quand ils redescendent, ils sont bloqués, et vice-versa. Ouais. Donc, c'est pas de la faute des gens de Fond-Laillé non plus, mais on a un engorgement là, il faut solutionner. Et vous pensez que la solution du viaduc est la meilleure? Le viaduc, à mon avis, coûte très cher, et je suis persuadé qu'on aurait pu faire, comme il y a, par exemple, à Bordeaux, je connais ça, vous avez une rampe, et vous prenez la rampe, et vous passez par-dessus la voie qui est en dessous, voilà. Et vous êtes de l'autre côté. Voilà, on fait un pont au-dessus de la voie. Mais bien sûr, mais c'est une rampe. Et ça coûterait beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Bon, je suis sûr que vous allez être d'un bon conseil vis-à-vis de votre frère, puisque rappelons quand même que les élections, de toute façon, c'est la CTM qui est tête de file, en fait, promoteur de ce projet, et que c'est bien évidemment, compte tenu des délais de réalisation, c'est bien évidemment le prochain, quel qu'il soit, le prochain président de la CTM qui va inaugurer ce projet si jamais il se fait. Alors, Casse-Pilote est dans une espèce de fédération, pour les gens qui nous écoutent, de regroupement. Alors, le nom officiel, c'est Communauté d'agglomération du Nord. Le nom, la marque, c'est Cap Nord. Et là, il paraît que ça chauffe. Il paraît que ça chauffe pour la présidence. Alors, déjà, est-ce que les élections qui sont prévues la semaine prochaine vont avoir lieu, parce que nous avons appris que l'élection municipale de Bellefontaine avait été invalidée? Alors je me suis renseigné tout de suite, oui. Parce que ça a été une chose qui m'a questionné à titre personnel. Je me suis dit, est-ce qu'on est encore dans une situation où ça va durer des mois et des mois, où rien ne va bouger, parce qu'on attend? Ouais. Eh bien... la réponse non, la réponse m'est venue de l'avocat en domaine administratif spécialisé, juridique administratif, qui m'a répondu: non, monsieur Bonplaisir, vous avez effectivement ce rejet, enfin, on a refoulé l'élection a été annulée. Elle est invalidée, mais le maire en place reste en place parce qu'il peut faire un recours auprès du Conseil constitutionnel. Ouais, c'est ce qu'il fait, et pendant la durée de tout ça, il reste maire, donc l'élection peut se faire. Donc le recours, comme on dit d'habitude, est suspensif. Donc ça peut avoir lieu, et ça devrait avoir lieu, dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Oui, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Il faut sortir de là. Bon, alors, il paraît que c'est la bagarre absolue, un choc des titans entre le maire actuel de Sainte-Marie, Bruno Azero, et le maire du Robert, qui est le président sortant, M. Alfred Montieu. Et vous avez pris parti. Alors écoutez, très franchement, ce sont tous les deux des amis. Ce sont tous les deux des hommes que je respecte. Oui. Ce sont tous les deux des gens qui ont toujours été très corrects avec moi et à qui je n'ai rien à reprocher. À titre personnel. Ouais. Maintenant, Alfred Montieu est venu me voir et a sollicité mon soutien. Nous étions là ensemble. Mon collègue, qui est avec moi à la mairie depuis 12 ans, de mes collègues, et nous avons parlé avec Alfred, et j'ai donné à Alfred mon accord de principe. On est bien d'accord que... quand il dit qu'il ne comprend pas parce que vous lui avez déjà... Je vous réponds, je lui ai donné mon accord de principe. D'accord. Et ça remonte à quand, ça? Et ça remonte à il y a au moins, honnêtement, il faut compter un peu plus d'un mois. Hein. D'accord. Oui, ça fait quand même quelques semaines. Quelques semaines. Puis, vous avez Nestor Bruno-Azero qui est candidat. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis élu cette fois-ci avec 3 personnes qui étaient avec moi en 2008. Tous les autres sont partis. Ils sont partis pour des raisons diverses. Ils ont quitté le département, ils ont quitté la Martinique, ils ont quitté Casse-Pilote, ou ils ont quitté la vie. Donc ils sont morts. Ce qui fait que j'ai regardé les choses avec mes collègues,
mes collègues qui étaient là encore avec moi. Quand vous dites vos collègues, que les gens nous comprennent bien, des conseils municipaux. Ouais. Et on a décidé qu'on faisait un coup de truc nouveau, on mettait de nouveau, du 109. Et pour mettre le 109, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Tous ceux qui étaient là se sont retirés. Ouais. Et il en est resté 3. Et ceux-là sont le maire, le premier adjoint, Madame Gély, la première adjointe, et M. Thierry Maréchal, le deuxième adjoint. Nous voilà à 3. Et à côté de nous, avec nous, assis avec nous, nous avons 18 personnes qui sont des personnes nouvelles, qui ont entre 23, 24 ans et 50 ans. Donc pour nous, c'est de la jeunesse. D'accord? Et nous, on considère que cette équipe, on souhaite la mettre en œuvre, la mettre en action pour l'avenir. Mais vous savez, il faut bien regarder les choses aussi comme elles sont. Quand vous prenez des gens qui sont nouveaux, et c'est comme dans une entreprise, quand vous mettez des gens nouveaux, ils arrivent avec de nouvelles idées, ils arrivent avec la motivation, ce qui est le cas. Donc j'ai autour de moi une équipe, mais une équipe, elle est encore plus motivée que moi. Alors c'est pas vous dire, c'est peu vous dire. Donc j'ai des amis qui travaillent depuis qu'ils sont là. Et en plus, avec ce système de réseaux sociaux qui peut être tellement nuisible, mais là, c'est constructif parce qu'ils échangent avec eux, entre eux tout le temps, et moi, je vois les traces des échanges. J'évite de trop me mêler, je les laisse parler entre eux. Les idées fusent, mais le travail aussi derrière. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, monsieur le maire, on a écouté, on a regardé, on a le sentiment qu'on préfère que si on devait choisir, Bruno Azero soit le président de Cap-Nord. On a vu, il a un programme, ça nous donne l'impression que ce sera plus motivant. C'est le ressenti. Vous savez, moi, j'ai toujours respecté ceux qui sont en face de moi quand on discute. Je suis fier d'avoir emmené pendant 6 ans la présidence du SPEM, après avoir mené pendant 6 ans la présidence de l'Agence des 50 pas. L'Agence des 50 pas, j'ai toujours eu un vote à l'unanimité ou 1 ou 2 abstentions qui étaient des gens des services de l'État qui n'avaient pas le droit de voter. Et on a toujours eu nos quorums. Au SMEM, nous avons eu une fois le comité, on avait un problème sur 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas là parce qu'elles étaient en plénière importante à la CTM. Nous avons toujours eu le quorum. Les bureaux ont toujours eu le quorum. Les commissions ont toujours fonctionné. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui voulaient travailler. Et quand les gens veulent travailler, qu'ils ont le sentiment qu'on les laisse pas travailler, on ne peut pas travailler. Eh bien, écoutez, au SMEM, je vous dirai, je crois que je ne suis pas sûr qu'on ait eu des choses qui n'aient pas été votées. Tout a été voté, ou on a décidé qu'on reportait le vote à l'unanimité, ou l'unanimité non, parce qu'il y avait quelques abstentions. Mais on n'a jamais eu de rejet. Donc là, vraiment. pour résumer... Ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais des gens avec moi. Ouais. Je résume, j'ai satisfait leurs demandes. Vos conseillers municipaux vont vers un choix qui n'est pas le vôtre au préalable. Au préalable. Ouais. Maintenant, je suis mes collègues. Combien de personnes? Vous avez combien de conseillers communautaires? On en a 2. Vous en avez 2, bon. d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils m'ont dit ça, M. Azero venait chez nous. J'avais eu l'occasion d'être invité à des réunions qu'il avait précédentes, et c'est mes collègues inscrits pour le communautaire qui y étaient allés, ceux qui ont été élus. Là, ils me demandent à venir chez moi. Exactement comme j'aurais accepté qu'Alfred Montieu vienne, ou n'importe quelle personne dans les mêmes circonstances, je le reçois, et on décide qu'on le fait au conseil municipal, dans la salle du conseil municipal, pour les questions de Covid-19 oui. Et tout ça. Donc on le fait là. Et le matin, comme on a discuté ce matin-là, je prends mon téléphone devant mes collègues. J'appelle Alfred Montieu pour lui dire, écoute Alfred, voilà. Ça a changé. Pas vraiment ça a changé, mais je vais soutenir, ben, si vous le voulez comme ça. Et je vais soutenir. Il a réagi comment? Mais je ne l'ai pas eu. Mais devant mes collègues. Ouais. J'ai envoyé un message, je peux vous le montrer. Ouais. Il ne m'a pas répondu. Finalement, vous l'avez jamais l'après-midi, mais attendez, l'après-midi, à 15h de l'après-midi, nous avons la réunion. Là, je dois m'exprimer, tout le monde s'exprime. Donc je m'exprime disant, je soutiens Bruno Azero. Et mes collègues élus
qui vont voter feront ce qu'ils veulent, mais j'espère qu'ils feront ce que je souhaite et ce que nous souhaitons. À 8h moins le quart du soir, Alfred Monthieu m'appelle. Je le vois le lendemain. Le lendemain, je vois sur mon téléphone qu'il m'a appelé, et puis après, qu'il m'envoie un message pour me dire « Tu m'as appelé, je te rappelle ». Je l'ai appelé à nouveau, j'ai ça là. Ouais. Il ne m'a pas répondu. Vous êtes dans la longue liste des gens qui essaient d'avoir Alfred Monthieu, semble-t-il. Bon, très bien. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais par contre, je veux que les choses soient claires. Oui. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait parce que je n'ai rien fait d'incorrect. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi j'ai dit pour qui je votais ou qu'on soutenait. Ouais. C'est parce que j'avais en face de moi des journalistes qui disaient « Monsieur Monthieu dit qu'il est soutenu par Monsieur Monplaisir, Monsieur Azéro dit qu'il est soutenu par Monsieur Monplaisir. » À ce moment-là, je n'avais encore rien dit à Monsieur Azéro, mais c'était ce qui se disait. Donc les gens disaient « Où est mon plaisir ?» Ouais, mon plaisir et qu'a voté Baldia. Voilà, et qu'a voté Bakimoun. Ouais. Donc du coup, j'ai dit avec mon caractère, je peux faire dire les choses. Est-ce que vous avez un pronostic? Vous me posez des questions qui sont très délicates. Mais vous pouvez y répondre. Hein. Je vais vous poser de toute façon la question. Pour mes collègues qui ont souhaité M. Azéro, je dis M. Azéro. Bon, très bien. En tout cas, la confrontation est assez forte. Absolument. Entre deux personnalités, fortes personnalités. Deux personnalités qui sont très différentes, mais ce sont des personnalités. Donc vous dites, je choisis M. Azéro à la fois parce que mes collègues le souhaitent, mais aussi parce que vous percevez quelque chose de particulier. Je perçois qu'il y a la volonté de faire participer vraiment un peu plus tout le monde. Alors on a parlé tout à l'heure du caractère très faible, et c'est normal, du budget de Casse-Pilote, parce que Casse-Pilote, c'est une petite ville de 4000 et quelques habitants. 4500 habitants, 8 millions d'euros de fonctionnement. Bon, une petite ville. Mais Cap-Nord, c'est quand même 18 communes. C'est bien ça. Oui. Je regardais le budget, c'est pas énorme non plus. Des 3 comités d'agglo, c'est le plus petit. 40 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 40 millions d'euros? C'est justement ça la question. C'est le plus petit budget. Nous avons 18 communes, alors que vous avez dans le sud 12 communes, 4 communes dans le centre et 18 communes dans le nord, avec ce budget dans le sud, c'est 80 millions et dans le centre, c'est 200 millions. La CACEM, c'est 200 millions d'euros. Oui, mais c'est ça le problème. Ce n'est pas équilibré. Et c'est là aussi un des problèmes du développement. Est-ce que ce n'est pas une source de frustration énorme pour à la fois le président, parce que quel que soit le président qui va être élu, il n'aura pas les moyens de ses ambitions, on va dire ça comme ça, mais même pour les communes qui font partie de Cap-Nord, elles doivent se dire, mais qu'est-ce que finalement on aura? Mais c'est ça le problème. C'est ça aussi qui fait que toutes les communes, je le dis pas pour attaquer quoi que ce soit, mais avec amertume, les communes de la côte Caraïbe, qui sont pour beaucoup les plus petites, ou les communes comme dans le nord, Grand-Rivière, ce sont de petites communes, Macouba. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des communes qui rament et rerament. Mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi tant d'énergie, tant de violence? Parce que j'entends des choses assez dures. Absolument. Pour finalement être poings et pieds liés par des problématiques budgétaires. Écoutez, pourquoi les gens se battent autant pour finalement être dans l'impuissance? Dans l'impuissance, oui et non, parce que vous savez, on a toujours le sentiment qu'on va pouvoir déplacer des montagnes. Vous qui avez essayé de déplacer des montagnes, vous pourriez leur donner un conseil du style, bon les mecs, calmez-vous, parce que ça sert à rien de se déchirer, de toute façon, quelle que soit la personne qui va être élue. Alors là, je vais vous dire tout de suite que ça sert à rien de se déchirer. C'est même très mauvais. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, vous m'avez tendu la perche. Oui. Ça sert à rien de se déchirer, mais passons au candidat suivant à la CTM. Alors là, on ne comprend strictement rien. Et on a une chance énorme. C'est vous qui êtes à l'origine de ça.
Puisque vous l'avez confessé à de multiples reprises, mais surtout ici, sur ce plateau, vous nous avez dit, oui, je vais vous raconter l'histoire, c'est moi qui ai fait qu'il y ait eu une alliance entre deux anciens ennemis politiques, même s'ils se connaissaient, ils avaient l'un pour l'autre de l'estime, mais c'était quand même deux adversaires politiques résolus, Yann Monplaisir et Alfred Marie. Donc, expliquez-nous, alors rafraîchissez-nous la mémoire parce que tout le monde n'était pas devant son écran. Donc d'abord rafraîchissez-nous la mémoire sur, on va dire, la genèse de la fusion. Oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire. D'abord, la genèse de la fusion, j'avais le sentiment qu'il fallait absolument avoir un contre-pouvoir parce que nous avions une seule entité vraiment en place qui allait, c'est sûr, reprendre les rênes, enfin prendre les rênes de la 7e après le conseil régional. Donc, pour moi, il fallait laisser autre chose. D'autant plus que j'étais inquiet. Attendez, on va traduire. Vous ne souhaitiez pas que Serre Letchimy gagne les élections, ce qui était annoncé. En clair, parce que je me fais taper sur la tête régulièrement en tant que sondeur, quand je disais, et je pense que vous partagez cette opinion, s'il n'y avait pas eu d'alliance, Letchimy aurait probablement gagné les élections. Mais il avait les élections. Bon. Or, donc vous dites, ça c'est pas possible. Mais oui, parce que j'avais peur d'une chose. Oui. Je voyais gros comme ça ce qui se passe aujourd'hui. J'avais compris qu'il n'y aurait jamais de contre-pouvoir. De contre-pouvoir au président, en fait, de l'exécutif. Absolument. Voilà. Il n'y aurait pas de contre-pouvoir à la personne qui dominerait. Ouais. Parce que au Conseil général, il y avait la commission permanente. En Guyane, il y a une commission permanente à la collectivité. Expliquez. Je vous laisse expliquer. Expliquons quand même aux gens. Il y a deux systèmes différents. Tout à fait. Il y a un premier système qui est celui de la collégialité et qui correspond à l'ancienne organisation du Conseil général. Et ça, c'est valable pour la collectivité territoriale de Guyane. Absolument. Donc, en fait, toutes les forces politiques sont représentées à la proportionnelle au sein d'un gouvernement qui s'appelle la commission permanente. Par contre, à la CTM, il y a deux pouvoirs séparés, le conseil exécutif et l'Assemblée. Oui. Or, il semblerait que la lecture des textes n'est pas la même du côté du président de l'Assemblée par rapport à la lecture faite par le président du conseil exécutif et qui a pris le dessus sur le président de l'Assemblée. C'était pas compliqué pour prendre le dessus. Et c'est pour ça que même moi, j'aurais été à sa place. J'aurais sûrement peut-être fait la même chose. Parce que vous êtes mis en place par une majorité. Cette majorité, elle est indirectement à vos ordres. Et la majorité à l'Assemblée, c'est votre majorité, dont le chef est le président de l'Assemblée. Ouais. Mais c'est vous, indirectement, qui vous retrouvez le patron. Alors, les méchantes langues disent ce statut a été fait sur mesure pour quelqu'un qui a une forte personnalité. Tout à fait. Et l'Assemblée, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des observateurs, Assemblée, entre guillemets, Godillot. Absolument. Voilà, bon. Mais malheureusement... Mais c'est ça qui allait nous arriver. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit... C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Donc, pendant 2 ans, j'allais voir Claude Lise chez lui et qu'il me recevait chez lui gentiment. Et je lui disais, Président, vous allez de votre côté, mais au deuxième tour, il faut qu'on aille ensemble. Donc ça, c'était avant 2015. Hein? Avant 2015. Donc vous avez travaillé, je l'ai fait pendant quasiment 2 ans. Et si vous demandez à Claude Lise, pas au corps, parce qu'on travaille au corps des gens. Mais j'avais en face de moi quelqu'un... Et qu'est-ce qu'il vous répondait? Il me répondait positivement, parce que j'ai beaucoup d'estime et d'amitié et de respect pour Claude Lise. Alors vous êtes terrible, parce que Claude Lise déclare devant nous, donc sur RCI, Jean-Marc Pulvar et moi, pour que je ne maintienne pas ma liste RDM, il faudrait une catastrophe extraordinaire. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne me suis jamais permis de dire à Claude Lise de ne pas mettre de liste RDM. Je lui ai dit, RDM, MIM ou autre, il faut que la droite et vous puissiez vous mettre ensemble. Et ce que je préconisais, je lui ai dit, celui qui est devant va devant, et ceux qui sont derrière, dans l'ordre, vont derrière.
Après, il y a eu cette alliance entre le RDM et le MIM. Ouais. C'est très bien, c'est une alliance qu'ils ont faite. Rappelons, je ne suis pas responsable de ça. rappelons aux téléspectateurs que cette alliance s'est faite avant le premier tour. Absolument, et je n'en suis pas responsable. C'est pas vous qui avez poussé Condi à laisser tomber. Du tout, du tout. Mais le schéma que j'avais donné, je le maintenais. Puis j'ai été voir Alfred Marie-Jeanne. Je lui ai tenu les mêmes propos. Et lui, il a réagi comment? Positivement. Parce qu'Alfred Marie-Jeanne, j'ai aussi pour lui beaucoup de... Vous savez, ce sont deux personnalités qui ne fonctionnent pas de la même façon. Monsieur Lise est un homme un peu plus consensuel. Ouais. Alfred Marie-Jeanne est un homme... Vous savez, n'oubliez pas que c'est Lise est un médecin consensuel, il soigne. Alfred Marie-Jeanne était un professeur. Donc, et les élèves sont là, ils obéissent. En plus, il a été pendant toute sa vie dans une situation où il était confronté aux autorités parce qu'il était le mauvais... Le troublion. Le troublion. Donc, c'est pas la même personnalité, mais c'est deux grandes personnes toutes les deux. C'est des personnalités. Donc, moi, je les ai vus tous les deux, séparément, mais j'ai tenu le même langage en leur disant au deuxième tour, si deuxième tour il faut que la droite puisse aller. Donc, ces deux-là disent... C'était négocié. Par contre, le troisième, ça a été plus difficile. Non, je m'explique. Il faut bien comprendre. Le troisième, qu'est-ce qui se passait? Le troisième, nomme-le. C'était la droite. Enfin, et à ce moment-là... C'était Yann Monplaisir. Non, à ce moment-là, on cherchait qui allait conduire la droite là. Or, nous avions, avec le RPR, un certain problème, parce que le maire du Saint-Esprit, M. Thirault, n'était pas tout à fait favorable à ce que Yann conduise. J'aime bien, vous aviez... Allez, vous gardez en tête des notions qui avaient disparu depuis très longtemps. Mais c'était ça. C'était plus les RPR à l'époque, c'était les Républicains. C'était les Républicains. Enfin bref, il y avait... Pour moi, c'est la même chose. Vous savez, le Front National, le Rassemblement National. Même bagaille. On change le nom. Puis... Bon, donc, ils avaient... Fred ne souhaitait pas voir Yann. Fred Thirault, le maire du Saint-Esprit. Tout à fait. Il ne souhaitait pas voir Yann. Et on se confrontait à ça. Alors, vous savez ce que j'ai fait. J'ai su qu'il y avait un monsieur qui s'appelle M. Gibbs, qui avait été nommé par M. Sarkozy pour assurer justement cette cohésion dans la région. M. Gibbs ne connaissait pas la Martinique, rien. Ben, j'ai appelé des amis. Alors rappelons qui c'est, parce que c'est un personnage très important. Absolument. Il est aujourd'hui président de la collectivité de Saint-Martin. Voilà. Mais à l'époque, il n'était pas. Il était député. C'était un député. Et il représentait la droite. Alors, je l'ai appelé, je ne le connaissais pas, je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir avec des amis. Il m'a dit, pas de problème. J'ai appelé des amis et nous avons embarqué. J'ai emmené à mes côtés, qui m'ont accompagné, une personne comme Mme Mézin, qui avait un certain âge, une certaine habitude de la politique. J'ai amené avec moi Michel Chalonneau, qui était également une personne de la politique âgée dans le temps. J'ai amené avec moi un jeune homme, le jeune homme du Lamentin, comment il s'appelle, qui avait été... Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Dunon? Non, qui a été élu, un jeune qui était je vais retrouver son nom. Je vais retrouver son nom. Ça va me revenir. Je l'ai amené avec nous. J'ai amené mon deuxième adjoint, M. Thierry Maréchal. J'ai amené Marinette Torpille. J'ai amené, je crois, je n'en suis pas sûr, mais peut-être, mais je n'en suis pas sûr, la jeune candidate du François. M. Godou. M. Godou, voilà. Donc, M. Godou. Enfin, j'ai amené avec moi 9 personnes qui étaient des personnes d'âge différents, donc qui avaient vécu à des moments différents la politique. Je l'ai fait volontairement. Des gens qui étaient plus fraîchement entrés dedans. J'ai amené des gens qui n'étaient pas forcément du même groupe de droite. Et on est allé voir Gibbs. Et on a dit à Gibbs, il faut que la droite aille unie. On lui a expliqué, et ils ont dit, mais oui, mais on a un problème. Et on a dit, on a un problème avec Fred. Il faut parler à Fred. Il faut que Fred comprenne qu'il se calme et que Yann, qui est celui qui était resté toujours en activité, conduise pour nous. Donc, Gibbs nous a dit OK. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Mais au moment où on allait sortir de son bureau, j'ai des amis qui ont dit, mais on a un problème. C'est Miguel. Miguel va vouloir faire sa liste. Miguel l'aventure. Absolument. Et je leur ai dit, je vais voir Miguel. J'ai dit, je m'occupe de parler avec Miguel.
nous sommes rentrés en Martinique, j'ai appelé Miguel. Miguel est venu me voir. On est resté près de 2 heures à parler. Et j'ai expliqué à Miguel qu'à mon avis, il n'y avait pas d'échappatoire. Que s'il n'y avait pas une force commune, c'était Serge Letchimy qui passait. Et que là, on avait Serge Letchimy pour 50 ans. Donc j'ai dit, pour éviter ça, il vaut mieux se mettre ensemble. Serge Letchimy pour 50 ans. Ah ouais, moi je disais, s'il avait été là, c'était pour toujours. Donc du coup, j'ai dit, il faut. Mais pas, je n'ai rien contre un homme en titre personnel, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont il mène les choses. Ça ne correspond pas à ma vision. Moi, je suis un homme, quoi qu'on en pense, peut-être dynamique, mais j'aime partager avec les autres. J'aime que tout le monde existe. Et vous considérez que Serge a du mal à partager? Il a du mal à partager le pouvoir. Vous avez toujours cette impression aujourd'hui? Ben, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. C'est tout. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la situation, mais dès que la situation se présentera, il redeviendra Serge Letchimy, à juste titre pour lui, et c'est normal. C'est un être humain comme vous et comme moi, et il redeviendra ce qu'il est, et c'est très bien, on ne peut pas être un autre. D'accord. On va parler de attendez, mais Miguel, ouais. On a fait 2 heures de réunion, et j'ai dit à Miguel ce que je pensais. J'ai dit, Miguel, il faut que tu acceptes, cette fois-ci, de venir avec Yann. Vous étiez allés ensemble une fois, vous aviez fait un score incroyable. Viens avec Yann, et viens avec la droite, viens avec lui, viens à côté de lui, viens derrière lui. Il est parti en me disant, je vais voir. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, bon, c'est bon, je suis d'accord. J'ai dit, j'ai pris vous êtes un magicien, parce que vous éliminez Fred Thirault, les ambitions de Fred Thirault de mener une liste de droite. Vous faites en sorte que Miguel Laventure renonce à sa liste, puisqu'il avait déjà dit, moi je vais conduire une liste FMP, Force Martiniquaise de Progrès. Vous faites en sorte que vous nous dites non, c'est pas moi, mais bon, Claude Lise s'est mis avec Alfred Marie-Jeanne. Et puis, du respect pour Claude Lise et pour Alfred Marie-Jeanne. Et puis, donc, voilà tout ce que vous avez déjà réussi. Et puis, il manque quand même un dernier truc, c'est de convaincre éventuellement Yann Monplaisir de s'allier avec Alfred Marie-Jeanne. Alors, attendez. Là, on va y arriver. Mais la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu la réponse de Miguel, et que Miguel a été un homme d'honneur. Quand les journalistes lui ont dit comment vous acceptez d'avaler une couleuvre, d'aller derrière Yann Monplaisir, il a répondu qu'il faisait ce qu'il voulait. Et Miguel, j'ai beaucoup de respect pour Miguel. Et je vous dis très franchement que c'est réciproque, je pense. La couleuvre était un peu grosse quand même. Elle était grosse, mais c'est quand même... Oui, mais quand vous allez mourir... Quand vous allez mourir... Entre la couleuvre et la mort, c'est ça? Voilà. Parce que c'est il va être content de regarder cette émission. Non, mais bien sûr. Mais je vais vous dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? Il y avait une certaine communauté martiniquaise qui n'était pas trop favorable à voir mon frère Yann conduire la liste. Cette communauté martiniquaise, puisque nous sommes dans une émission qui s'appelle, comme vous pouvez le voir derrière moi, Politiquement Incorrect, est-ce que vous pouvez la nommer? Sinon, si vous ne le faites pas, je le ferai. Je n'aime pas utiliser ce terme, oui, mais je m'en fiche, allez-y, puisque j'ai l'honneur d'avoir, dans mes origines, aussi bien de cette communauté que de la communauté qui est arrivée d'Afrique. Ça me donne le droit de parler librement, en respect pour les deux. Et comme j'ai tendance à le dire, je ne sais pas si je dois gifler ma joue gauche ou ma joue droite, enfin bref, le matin, parce que je ne sais pas laquelle a fait du tort à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est la communauté Béké. Voilà. Bon. Et donc, chez les Békés... Donc, on résume, la communauté Béké... n'était pas trop motivée. Voilà. Pour avoir Yann Monplaisir. Absolument. Et j'ai la chance d'avoir des amis dans tous les milieux. Alors, pendant qu'on vous tient... Et j'ai des amis dans les milieux béquets, comme des amis dans les milieux mulâtres, comme des amis dans les milieux des gens, comme on dit, des gens de couleur noire. Oui. C'est tout. Pendant qu'on vous tient, ils étaient pour qui, les béquets, selon vous? Beaucoup d'entre eux étaient pour Serge Letchimy. D'accord. Ils étaient pour Serge Letchimy, donc ils trouvaient normal de voter pour Serge Letchimy et pas pour Yann Monplaisir. Ben parce qu'ils voyaient qu'il y avait que Serge Letchimy et qu'en face, c'était de... Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai été voir des copains béquets et je leur ai dit, écoute, j'aimerais pouvoir qu'on puisse expliquer ce qu'est cette collectivité qui vient. Quels seront les réels pouvoirs de celles et ceux qui y seront?
Et je ne saurais pas le faire moi-même, mais je propose que ce soit présenté par ceux qui sont en mesure de le faire. Et c'est comme ça qu'il y a eu des réunions chez des amis, alors, comme on dit, béquets, et ces amis-là ont ouvert leurs portes, et nous sommes allés. Alors, il y avait là des gens, il y avait la représentante de Max Orville qui n'avait pas pu venir, il y avait M. Chalonneau, Michou, il y avait Miguel Laventure, il y avait Yann, il y avait, je ne sais plus si Marinette Torpille était là, il y avait... Donc là, c'est des gens qui expliquent au béquet, grosso modo, enfin, on va dire à l'électorat béquet. À l'électorat. Les risques et périls... Ce qui arrive. Ouais, d'une future assemblée. Voilà. Et... Donc, si je résume, vous retournez pas moi. Mais oui. Mais ce ne sont pas des imbéciles. Non, mais vous retournez l'électorat béquet. Ils ont compris ce qui se passait. Oui, mais bon, si vous n'aviez pas été les voir, peut-être qu'ils auraient voté dans l'autre sens. Mais j'ai été. Bon, vous avez été. Donc là, on rajoute encore un coup de baguette magique sur les béquets. Donc là, vous avez réussi à faire que Yann Monplaisir prenne la tête d'une liste de droite. J'ai réussi à faire une chose, c'est que Miguel Laventure a expliqué, parce qu'il a cette qualité, oui, c'est qu'il sait expliquer, notamment quand il s'agit de choses de ce genre, la façon dont ça fonctionne, législatif et tout. Il y en a parlé d'économie, il y a quelqu'un qui a parlé de tourisme, il y a eu, je ne sais plus si Mme Saïd Soutan était là en tous les cas pour parler, ou elle était représentée pour... Donc, ils étaient là, ils ont tous parlé, mais Miguel Laventure a expliqué dans le détail la différence entre l'Assemblée telle qu'elle était, elle venait en Guyane, et notre Assemblée, et les risques qu'il y avait. D'ailleurs, Miguel Laventure, à l'époque, était un adversaire farouche du système de la CTM. Absolument. Dans lequel il évolue avec une grande aisance aujourd'hui. Eh oui, mais il est là. Oui. Débrouillard pas péché, il aurait bien tort. Il aurait bien tort. J'aurais été à sa place que j'aurais sûrement fait pareil. Donc, je sens que cette émission restera dans les annales. Je n'en sais rien, mais moi je vous raconte des choses qui sont vraies. Tout à fait. Je vous donne des noms, vous pouvez appeler. Hein. Oui, non, mais c'est clair que... Donc je continue. Je m'attends à ce qu'il nous appelle. L'élection arrive. Quand l'élection arrive... Mais est-ce que, dès ce moment-là, vous avez voulu aller plus loin? Avant l'élection, vous avez imaginé, à un moment, de faire une liste commune ou pas? C'était le but. Il fallait qu'on aboutisse. Oui. C'était le but. Mais ils ont résisté. Ils ont dit, bon, on y va séparément. Et chacun va de son côté. Mais j'ai répété à tous, au deuxième tour, on se voit. Deuxième tour. Enfin, il n'y a pas beaucoup de temps au deuxième tour. C'est le lundi. Ah non, mais je continue. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez. Il y a des gens qui nous ont dit, si vous arrivez à choper Ralph Monplaisir, posez-lui la question de cet aspect un peu particulier de l'élection. On a le temps, on en profite. Cette espèce d'alliance qui allait mettre par terre tout cet édifice que vous êtes en train de construire, cette alliance potentielle entre Jean-Philippe Nilor et Nestor Azero. Il paraît que là aussi, vous avez... Il n'y a rien à voir de spécial. Ah, non, j'ai quand même mangé avec eux. Oui, j'avais oublié ça. Ah bon? Oui, c'est vrai. Vous leur avez dit, les mecs... non, à ce moment-là... Ne faites surtout pas ça, c'est ça? Oui. Le fameux... Vous vous rappelez comment ça s'appelait? Le G20. Le fameux G20. Ouais. J'ai, là aussi, beaucoup de respect pour les deux personnes dont vous parlez. Oui, mais vous avez atomisé le G20. Mais oui. J'ai demandé à mes deux amis de déjeuner avec moi. Et nous avons déjeuné à l'hôtel Batelière. Tout à fait. Et là... Donc ça, vous confirmez? Je confirme. Mais confirmez-nous la fin. Et je vous dis ce que j'ai dit à mes amis. Oui. J'ai dit, messieurs, à votre âge, vous avez l'avenir politique devant vous. Alfred Marie-Jeanne, son avenir politique est actuel et derrière. Donc, ce n'est pas bien de faire ce que vous faites parce que vous n'allez pas gagner grand-chose à faire ça. Ce qu'il faut, c'est vous préparer pour la suite.
Donc, donc vous avez atomisé. n'allez pas trop vite. Mais non, mais je vais vous dire, tout ce que j'ai fait, oui. c'était basé sur une chose que mon père m'avait toujours expliqué, avec son accent anglais. Mon vieux, il faut beaucoup de bon sens. Et c'était voilà. Du bon sens. Ouais. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'ai pas beaucoup de bon sens. Ouais. Mais là, j'avais du bon sens. Bon, si on récapitule, grosso modo, vous avez réduit à néant les ambitions de pas mal de gens. De personne. Parce que justement... Oui, parce qu'ils vont revenir là. Mais là, oui. Là, mais en 2021, mais ils vont reviennent. On va en parler tout à l'heure. On va en parler dans une minute. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. L'ambition doit être celle de réussir ce qu'on fait, son travail. Et c'est le travail qui vous porte. Oui, mais Ralph, vous saviez pertinemment qu'un truc aussi compliqué avec les tempéraments des gens qu'on a cités, là, ouais. Ça n'allait pas pouvoir tenir très longtemps. Mais attendez, je vais vous dire, si vous me permettez. On va parler de ça dans une minute. Je termine l'alliance dont vous m'avez parlé. Oui, oui. Et je vous dis une chose. Nous nous sommes retrouvés le soir des élections. Le dimanche soir. Le dimanche soir, avec Serge Letchimy, qui était là où il était, et les autres derrière. Et le lendemain matin, j'ai été voir mon frère Yann chez lui. J'ai trouvé Yann avec ses amis, des amis. Je leur ai porté des pains au chocolat et des croissants. Et je leur ai dit, écoutez-moi bien. Alors ils ont dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller tout seul, on y va tout seul. Ah oui, il faut aller tout seul. Qui est-ce qui disait on va tout seul? Yann Monplaisir disait ça? Yann écoutait. Il paraît qu'il n'était pas trop favorable à cette fusion. Il écoutait. Alors, est-ce que vous confirmez l'anecdote suivante? Parce qu'on est là pour solder. Oui, on parle. Vous avez dit que c'est incorrect. On solde. On solde. Une réunion entre Nicolas Sarkozy et Yann Monplaisir. Et Nicolas Sarkozy dit à Yann Monplaisir, Yann, tôt ou tard, il va falloir, si tu veux sortir Serge Letchimy du pouvoir, il va falloir faire alliance avec Alfred Marie-Jeanne, comme nous avons fait alliance en Corse pour sortir le Parti socialiste et le Parti radical de gauche de Corse. Je veux vous répondre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Non, très honnêtement. Non, mais vous avez entendu. C'est pas parce que j'ai entendu que je sais. Non, mais vous avez entendu parler de cette réunion. On a parlé de ça, je n'en sais pas plus que ça. Alors, les gens qui en parlent disent, Yann Monplaisir, même face à la toute-puissance de Sarkozy, a dit, moi, Marie-Jeanne, c'est pas... Attendez, entre guillemets, bien sûr, c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui. Marie-Jeanne, c'est pas ma tasse de thé, une alliance avec Marie-Jeanne. Alors, vous rendez compte, Sarkozy dit à Yann Monplaisir, tu devrais t'allier à Alfred Marie-Jeanne, et ça bien avant le début de la campagne officielle. Yann dit, bon, c'est pas trop mon truc. Vous arrivez. Alors, expliquez-moi comment vous y arrivez. Alors que Sarkozy n'y... Mais c'était très facile. Je vais vous expliquer. Allez-y. J'étais assis avec eux tous. Et il y avait... Donc, on rappelle café, pain au chocolat, croissant, et puis au Cap-Gébaillou. Bon, donc, il y en était assis, je me souviens, sur un fauteuil. Tous les autres étaient assis là, moi j'étais là, et chacun a donné son avis, et puis moi j'ai donné le mien. Quelle était la majorité de l'autre côté? Pour aller vers l'Alliance ou pour aller tout seul? pour aller tout seul. Donc à la défaite, en fait? À la défaite. Et moi, je leur ai dit, écoutez-moi, et je vais vous dire quelque chose. Yann, Claude Lise, Alfred Marie-Jeanne, Miguel Laventure et toi, vous êtes condamnés à vous entendre. Vous êtes condamnés à vous entendre. Parce que je vais dire quelque chose, Yann. Vous ne vous entendez pas? Serge Letchimy gagne l'élection. Quand il a gagné l'élection, à juste titre, j'aurais été à leur place, ni Alfred Marie-Jeanne, ni Serge Letchimy n'y ont siégé dans cette collectivité. Ils partiront sur une situation de défaite. Ils partiront, ils laisseront dans l'image de la population la défaite. Donc quand vous dites « ils », c'est Alfred Marie-Jeanne, vous ne l'avez pas précisé, et Claude Lise. D'accord. Alors que ce sont des hommes qui ont fait tellement déjà pour la population martiniquaise, qu'on apprécie ou pas ce qu'ils ont fait, ils ont donné de leur temps et de leur vie. Je dis maintenant, Miguel Laventure et toi, vous êtes morts, vous n'existez plus. Vous aurez un siège peut-être, et vous serez assis sur un strapotin dans cette collectivité où vous n'aurez qu'une chose à dire, c'est et puis c'est tout. Et
on va vous dicter des lois et on vous donnera peut-être un spaghetti pour vous faire plaisir, vous amuser. Donc j'ai dit, vous êtes condamnés. Si vous ne faites pas une alliance, là, tous les 4, pour aller, vous êtes perdus tous les 4. Et vous êtes les 4 chefs de vos trucs, donc réfléchissez bien. Et je parle. Et m'en pâtis. Et m'en pâtis. Et ils ont réagi comment? Là, ils étaient consternés. Alfred Marie-Jeanne avait appelé Yann. Yann a appelé Alfred Marie-Jeanne. Ils se sont parlé. Ils devaient se voir le soir. Le soir, Yann avait monté sa permanence à côté de Carrefour, là, à Cluny. Ouais. Je n'ai jamais mis les pieds dans la permanence pendant toute la campagne, volontairement. Je n'ai pas été pour que je ne puisse pas être machin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même prévenu mes amis Becquet que j'allais vouloir faire cette alliance. Et j'avais expliqué pourquoi. Et eux, ils étaient comment? Ils me suivaient, en général. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, Yann est parti avec les autres par petits groupes pour que la presse ne sache pas où ils allaient. Ils sont montés, Yann est allé avec Fred Thiraud, parce qu'il fallait quand même reconnaître que Fred était quand même le secrétaire départemental. On ne peut pas quand même manquer de respect à quelqu'un dans ses fonctions. Ouais. Donc Fred était avec eux. Je sais qu'il y avait Fred, Yann, et puis je ne sais plus qui. Et j'ai appelé Louis Boutrin. Je lui ai dit, Louis, réunion t'as qui est faite. Faites bien attention. Si un accord il y a, il ne faut plus que j'entende le mot indépendance. Il ne faut pas dire indépendance, parce que si tu vois qu'il y a indépendance qui est prononcée, je peux te dire que le soutien qu'il pourrait y avoir pour vous de la part d'une certaine communauté et de certains groupes de Martiniquais, pas spécialement cette communauté, vous ne les aurez pas. Si vous voulez qu'ils votent pour votre alliance, oubliez ça. Donc vous êtes encore à l'origine d'un chapitre extrêmement important de l'accord où il dit, où il est dit, on ne parle plus des questions de statut. Si maman des Boutrin, si vous m'en Boutrin, il a dit aussi maman menti. Et il m'a répondu, Ralph, ou pas besoin un peu, c'est moi qui a rédigé, pas bien c'est moi qui a rédigé, parce que c'est lui qui est le juriste. Et ça a été rédigé sans ça. Je ne dis pas que je suis le seul à penser que ça devait être comme ça, mais je l'ai dit à Boutrin, et je l'ai dit pour que ce soit clair. Et il y en a bien dit ça aussi, quand ils ont fait leur truc. Donc, ça a été signé. Le lendemain, quand les journalistes m'appellent, à 6h du matin, me demandant, j'ai dit, je ne sais pas. Mais comment vous devez connaître? J'ai dit, je n'ai pas à répondre à la place des autres. Aujourd'hui, on a bien compris que c'est vous qui étiez... Je ne sais pas, mais je vous raconte. C'est vous qui étiez derrière tout ça. Et je vais vous dire plus, et on terminera sur ça. Et ça s'est passé quand Serge Chibi a appris ça. Il a appelé Pierre Sabot, et il lui a dit, Pierre, il fait nuit, Pierre. Vous voyez? Il n'avait jamais pensé que ça se pourrait. Je pense qu'il l'avait quand même imaginé, mais... Non, mais il pensait pas que ça pourrait. Et surtout avec les gens qui avaient là. Et nous avons reçu des coups de téléphone d'amis de la même origine, Biquet, qui appelaient chez moi, et les dames qui appelaient mon épouse. Ah, mais qu'est-ce que Ralph nous fait faire? Je n'ai jamais voté pour des indépendantistes. Il veut que je vote pour ça. Je ne pourrai pas. Et il a dit, mais non, calme-toi. Il faut voter ça. C'est important pour la suite. Il faut le faire. Et je suis content qu'on l'ait fait. Alors maintenant, je vais vous dire pour la suite. Là, on a fait l'exégèse de tous les textes, de toutes les alliances. Et Alfred Marie-Jeanne, 2-3 mois après, jour de l'an, est allé voir Alex Girier, son copain, à Casse-Pilote, comme il le fait tous les ans, et Girier m'appelle, me dit, Ralph, mais on ne va jamais savoir ça. Je lui dis quoi? Tu sais, Alfred est venu me voir comme tous les ans pour me présenter ses vœux. J'ai dit, et tu sais ce qu'il m'a dit? Je ne savais pas. Il m'a dit, c'est pas tes Casse-Pilote, tu n'as pas tenu alliance. Bon, alors comme vous êtes le papa, je ne sais pas si je suis le papa, mais... de cette alliance, vous devez être vraiment très déçu de la façon dont ça a tourné. Ben, je vais vous répondre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, rappelons pour les gens qui ont loupé quelque chose, oui. On ne peut pas dire aujourd'hui que Yann Monplaisir, Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne soient dans le même camp
et aient les mêmes objectifs. D'ailleurs, il y a eu des moments de crispation, voire d'insultes, des choses très graves entre les trois. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui pouvait être prévisible à cause de la façon dont ça fonctionne. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de commission permanente. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'il y a quelqu'un qui, tout seul, a le pouvoir de décider. Et quand Jean-Philippe Nilor, c'est lui déjà le premier révolté, ouais, c'est à cause de ça aussi. Parce que vous savez, quand vous êtes un élu, vous avez besoin d'exister. Vous représentez du monde. Et vous avez le droit de vous exprimer, que vous soyez d'une majorité ou de l'opposition. Et c'est ça qui fait la valeur de celle ou celui qui mène les débats. Il faut permettre à tout le monde de participer. Et c'est ça notre problème ici. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas forcément du même avis, mais qui ont du mal à comprendre que les autres doivent pouvoir. Donc tout le monde doit comprendre. Vous êtes en train de nous dire que c'est structurellement un problème lié au fonctionnement de la CTM qui conduit des gens qui étaient des alliés à se déchirer. Parce qu'on a vraiment cette impression-là. Mais alors, attendez, moi je vais vous dire quelque chose. On se déchire pourquoi? On se déchire parce qu'effectivement, il y a des élections qui arrivent en 2021. Bon, d'accord, c'est pas alors, seulement... tout le monde a des prétentions. Beaucoup de gens ont des prétentions. Et moi, je crois qu'ils se font plus de tort qu'autre chose. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut envisager... Est-ce que vous allez nous refaire le coup de l'alliance, là? Non, non, moi, je ne vais pas me mêler de ça. Je vais simplement vous donner mon avis ici. Oui. Chacun fera ce qu'il veut. Alors, la première question, c'est pourquoi on se déchire? Eh bien, on se déchire parce que, justement, la façon dont c'est conçu ne permet pas, ça je l'ai dit. Ça, on a compris. Et mais il y a autre chose quand même. Mais oui, parce qu'il y a des élections qui arrivent. Ouais. Et tout le monde se dit, il faut que je prenne ma place dans cette affaire. Donc je dois exister. Et on pour exister... Donc au diable les conventions, au diable les alliances, au diable les engagements. Oui, mais c'est accentué par la situation économique. Nous sommes dans une crise économique qui découle d'un Covid-19. Il y a eu, il y a environ 2-3 mois, en pleine Covid, il y avait eu une visioconférence à laquelle les maires étaient invités, je crois que c'était l'association des maires qui avait fait ça, et des élus de la CTM, dont mon frère Yann, où chacun s'est exprimé. Et si vous reprenez ça, vous verrez que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire il faudra relancer la machine. Oui, plan de relance. Il faut qu'on relance. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et moi, je ne parlais pas. Quand tout le monde, pratiquement, a fini de s'exprimer, j'ai pris la parole. Et j'ai tenu des propos que j'ai constaté que mon frère Yann a repris à son compte et sur lesquels il galope aujourd'hui. Je suis très content qu'il les ait repris, mais c'est moi qui ai sorti les propos. Ouais. Les propos étaient les suivants. Oui, j'allais vous poser la question. Vous ne faites pas fonctionner une voiture sans essence. Vous venez tous d'exposer des projets, des programmes et tout, mais rien ne se fera s'il n'y a pas l'argent. Or, quand on sortira de cette situation, si on en sort, il faut un électrochoc. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes un problème cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on vous donne un électrochoc. Et j'ai dit, il faut faire un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est pas timidement. Il faut mettre de l'argent tout de suite. Tout de suite, il faut mettre de l'argent sur la table. C'est vous qui êtes à l'origine de la demande de 400 millions d'euros. C'est moi qui ai dit ça ce jour-là, et je vais vous dire quelque chose. Ouais. Vous reprenez cette émission. Il y a une émission de télévision le même jour, le soir, pour reparler de ça. Le seul qu'on ait montré, c'était moi, disant ça. Et Yann a tout repris à ses propos. C'est tant mieux pour lui, mais ça ne sort pas de sa tête. Hein. Il répète l'idée parce qu'il a vu que c'était vrai. Et c'est vrai qu'il a... Mais donc ça, cette idée d'une... Je n'ai pas donné de chiffres. De relance, ce que vous appelez l'électrochoc, oui. Lui, il l'a formalisé en disant il nous faut mettre 400 millions sur la table. Ouais. Et c'est reparti dans la dispute. Alors je vous dis maintenant, et c'est là que... Il y a la forme, parce que quand on a... Moi, un architecte, il voit dans sa tête la maison. Mais il ne peut pas vous la montrer comme ça. Un peintre voit dans sa tête
ce qu'il va peindre. Mais vous lui demandez de décrire, ce n'est pas forcément évident. Donc, un autre ne va pas voir dans sa tête ce que le peintre va voir. Donc, je n'aurais pas eu la même approche que lui pour dire ce qu'il a dit. Je vais vous dire ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il fallait d'abord que les sommes, donc les montants des octrois de mer, qui représentent la majeure partie des frais de salaire dans les communes, moi, c'est 8 mois sur 12 hein, par l'octroi de mer à 15 pilotes, et en général, c'est 5 mois pour les communes. Eh bien, cet octroi de mer, je dis, il fallait tout de suite que le gouvernement injecte, mais tout de suite, l'équivalent de l'octroi de mer qu'on n'avait pas pu percevoir pendant cette période. Ouais, c'est clair, parce que la consommation a baissé. Mais c'est évident. Donc, il n'y a pas d'octroi de mer. Voilà, donc j'ai dit, il faut le réinjecter, parce que c'est notre manque à gagner. J'ai dit de plus, il faut que l'État s'assure que le même montant d'octroi de mer soit prêté aux communes, mais sur très longue période. Très longue période. Parce que ça nous permettait d'abord d'avoir l'argent pour payer ce qu'on n'avait pas pu, et puis ça nous permettait d'avoir de l'argent pour continuer à fonctionner. Donc, j'ai dit ça. Et puis j'ai dit à côté de ça, il ne faut pas avoir peur, il faut que la collectivité fasse un gros prêt, il faut qu'on aille emprunter de l'argent sur une somme très importante, qu'on emprunte sur une durée là aussi assez intéressante, de façon à ce que tout de suite, la collectivité mette les gens au travail, de façon à ce que l'argent recircule, et ce qui se passera, c'est que les gens vont repartir au lieu d'avoir le temps de s'essouffler parce qu'on n'a pas d'argent. Et ça, c'est ce que j'ai dit ce jour-là. Ça a été traduit par Yann Monplaisir et d'autres, il n'est pas le seul. Oui, bien sûr, non. Et vous savez très bien. Je dis pas que j'ai la. Vous savez très bien. Oui, non, mais bon, on sait que vous êtes à l'origine quand même de pas mal de choses. Non, mais là maintenant, c'est dans l'émission et c'est clair. Oui. Mais vous savez très bien que c'est pas du tout partagé par. Alors je vais vous répondre. Alfred Marie-Jeanne. Et je vais vous répondre. Et c'est là encore que j'aurais pas fait ce qu'ils font. Je vais vous dire. D'abord, pour commencer. Quand vous dites ce qu'ils font, c'est Yann Monplaisir. En général, ceux qui sont là, il faut 400 millions, il faut 400 millions. Ceux qui demandent de la relance. Voilà, et qui arrivent à. Mais Yann Monplaisir fait partie de cela. Il est même à la tête de cela. Il est à la tête. Et là, vous n'êtes pas trop d'accord avec lui, en fait. Mais du tout. Et ce qui fait que, du tout sur la méthode. Ouais. Parce que sa méthode, notamment quand il a des propos que j'estime très indélicats vis-à-vis d'une partie de la population martiniquaise, ça ne se fait pas. Quand vous dites sur une partie de la population martiniquaise, c'est celle qu'on citait tout à l'heure, les béquets. Mais bien sûr. Parce que j'ai trouvé ça un peu paradoxal parce qu'il tensait Daniel Marissette, qui avait eu des propos où il parlait du béquet, et là il tient le même propos. C'est bizarre. Mais parce qu'il faut avoir une ligne de conduite. On ne fait pas ça. D'autant plus qu'on ne fait pas de communautarisme dans une île dont Césaire a dit devant moi, un journaliste métropolitain, on parle de mondialisation, je le répète tout le temps. Eh bien la mondialisation, monsieur, elle est ici en Martinique, où vous avez ce brassage, cet échange de culture et de race. Et ce sont ces propos dans une éprouvette qu'est cette île et qui est mélangée. Et bien ça, monsieur, la mondialisation, n'allez pas la chercher ailleurs. Elle est ici. Et c'est peut-être notre problème. C'est peut-être pour ça qu'on le vit difficilement en ce moment, mais c'est ce qu'il a dit. Et je peux vous donner le nom du journaliste. Sur 1000 km², c'est quand même. Mais bien sûr, et je peux vous donner le nom du journaliste en question. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de stigmatiser des gens ou des. Ok, ceci étant dit. Mais il l'a tenu, c'est son propos, c'est pas le mien. Mais revenons donc à ce que moi j'aurais fait. Ce que j'aurais fait. Ayant déjà obtenu que M. Alfred Marie-Jeanne, de 70 millions, passe à 200 millions. Il a mis la moitié. Enfin bref. Il a mis. Ayant obtenu ça, sachant que je suis à 21 mois d'élection. Moins que ça. Moi, dit 21 mois, pas même ça. Qu'est-ce que j'aurais fait 9 mois, oui, j'ai dit 21 mois, je me suis trompé. 9 mois. 9 mois, à 9 mois des élections. Et j'aurais dit, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'un budget, ça se revote. Dans 9 mois, il y a une nouvelle assemblée. Et puis, de toute façon, on n'a pas le temps de dépenser. Mais jamais de la vie, vous en 9 mois. Mais 200 millions, vous ne les dépensez pas. Donc, j'aurais dit, c'est bon, merci. Par contre, quand il y aura une nouvelle assemblée, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, j'aurais bien aimé qu'elle revoie à nouveau le chiffre pour aller plus loin. Et c'était ça qu'il aurait fallu faire. Si ça avait été dit, il n'y aurait pas eu ce combat. Vous êtes le sage. Ok, alors, mais on a envie de savoir ce que vous pensez de l'avenir, là. Parce que
on est bien d'accord que tous les gens que vous avez réussi, je vais faire un peu de provoque, à mettre dans le même sac. Ça a implosé. Tous ces gens-là, c'est terminé. Sauf si, par miracle, il y a une espèce de grande réconciliation. Parce qu'on est bien d'accord que il y a de l'eau dans le gaz, et c'est un euphémisme, entre Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne, entre Alfred Marie-Jeanne et Yann Monplaisir, entre Yann Monplaisir et Fred Thiraud, entre Yann Monplaisir... Attendez, je vais faire la liste et puis après vous allez me dire. Entre Yann Monplaisir et Miguel Laventure. On est bien d'accord. Oui. Bon, on va dire que globalement... et puis, j'ai oublié Jean-Philippe Nilor. On est d'accord. Oui. Donc, tous ces gens-là dont on a vu que vous étiez très proches et que vous avez réussi à fédérer, ça a explosé. Et on est à 9 mois des élections. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a une chance qu'ils puissent se mettre d'accord à nouveau? Je vais être franc, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense qu'ils sont allés trop loin dans ce qu'ils ont dit. Je ne pense pas parce que je pense qu'il y a eu des frustrations pendant toutes les années qui viennent de se passer, et des frustrations, je répète, qui sont dues à ce qu'est cette Assemblée. Quelle que soit celle ou celui qui mènera cette Assemblée, en tant qu'exécutif, ce sera la même chose. Il aura la tentation de prendre le pouvoir. Mais c'est humain. Et en dessous, vous aurez des gens qui ont le sentiment, je ne suis pas un béni oui quand même. Ouais. Vous avez des gens intelligents qui ont été élus. Ces gens seront victimes du syndrome de la frustration absolue. Mais oui. Donc c'est pour ça que ça finit par comme ça. Et moi, je vous réponds, je ne pense pas. Mais si vous me demandez qui, quoi, comment, je vous réponds, je ne sais pas non plus. Tout est possible. Alors, on vous tient, on ne peut pas vous lâcher sans vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative qui prend corps d'une candidature de Philippe Joc à la CTM? Je rappelle pour les gens qui ne sont pas branchés politiques que Philippe Joc est l'actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, et il se dit de manière assez récurrente qu'une candidature de Philippe Joc serait une candidature à envisager. Qu'est-ce que vous en pensez? Philippe Joc est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports, c'est un ami, quelqu'un que j'aime bien. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Se faire élire, ce n'est pas parce que vous avez des diplômes ou des postes que les gens qui vous mettent en place vont voter pour vous. Vous êtes élu par la population. Il faut comprendre que pour avoir un bulletin qui vous suit, il faut que la population vous suive. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... ça ne s'achète pas. Comme m'avait dit mon grand ami Alain plusieurs fois, en politique, les hommes naissent. Mais les hommes naissent avec déjà un embryon, quelque chose qui est là. Et ça, c'est la qualité humaine. C'est le rapport aux autres. Et Philippe Joc est un homme de grande qualité, mais vous savez, je ne sais pas comment Philippe Joc serait perçu par celle ou celui qui vont mettre le bulletin. Parce il va expliquer des choses. Mais quand on met le bulletin, on le met avec son cœur. Et vous savez, il y avait un homme qui était exceptionnel de dimension. C'était Max Élysée. Mais Max Élysée n'a jamais pu être élu. Parce que Max Élysée n'avait justement pas ça. Et ça, pour moi, c'est la grosse faille de Philippe, n'enlevant en rien ses compétences et ses qualités, mais ça ne se construit pas en quelques mois. Mais on peut éventuellement commencer. Parce que regardez, je vous dis, ça ne se construit pas en quelques mois. D'accord. La personnalité. Très bien. Et le rapport électoral. Le rapport à l'autre. Bon, il y a quand même une exception majeure. Enfin, il y a des exceptions, mais celle du président de la République est quand même remarquable. Oui, mais le président de la République a bénéficié... d'un concours de circonstances. D'un concours de circonstances. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas pire que le vote du rejet. Quand, vous m'excuserez l'expression, mais quand quelqu'un dit « moi, quand il vote en plutôt que »,
D'accord. Ça veut dire que je vote pour n'importe... Je n'ai pas dit que le président de la République, c'est n'importe qui. Hein. Je n'ai pas dit que X, Y, Z, c'est n'importe qui. Il a quand même réussi à être au deuxième tour. Il a été au deuxième tour. Là, ce n'était pas un vote contre au deuxième tour, parce que les gens avaient le choix. Ah ben, c'est peut-être un vote... Oh, on plane au-dessus des territoires. Ben, vous croyez sérieusement que ça faisait sérieux pour être élu comme président de la République? La pauvre, cette pauvre dame, c'est fourvoyé, elle n'a rien compris. Très bien. Alors, on continue et on parle d'un ami à vous, très proche d'ailleurs, qui s'appelle Sébastien Lecornu. Alors, peut-être que les gens ne le savent pas, mais là encore... En fait, à mon avis, ils devraient vous consulter chaque fois. Et je me demande s'ils ne le font pas. Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un ami. Et il se trouve que c'est notre ministre des Outre-mer. Eh bien oui, parce que ce qui se passe, c'est que j'étais RPR. Proche du RPR. Et proche du RPR. Je sais non, pas mais j'y étais. Vous aviez votre carte? Oui, j'y étais. Enfin, je me suis renseigné, vous étiez quand même... J'y étais. Mais j'ai toujours été un peu... élection libre. Oui, parce qu'il y a des choses quand quelque chose ne me plaît pas, et c'est pour ça que je ne suis plus au RPR, c'est parce que nous avons eu, après les événements, on a eu un président de ce groupe, c'était pas ma tasse de thé. Alors, nommons les gens. Le fameux président, c'était qui? Machin, comment il s'appelle, qui est arrivé après les élections de Macron, qui avait pris le pouvoir de la droite, comment il s'appelait encore, et qui est parti. Donnez-moi son nom, j'oublie son nom. Bon. Vous l'avez tellement pas aimé que vous avez oublié son nom. Oui, mais moi je n'ai pas apprécié sa façon de faire parce que c'était pas ma tasse de thé. J'avais eu l'occasion d'être à Paris une fois, à l'Assemblée nationale pour quelque chose de renseignement, et on me dit, il y a Bruno Le Maire qui veut vous voir. Tu connais Bruno Le Maire, et il me reçoit dans son bureau. Il était député, et il me dit, je serai candidat aux élections présidentielles. Est-ce que tu veux me soutenir? Je lui dis, ça demande réflexion. C'est pour moi un honneur. J'aimerais que tu me représentes en Martinique. Je te remercie. Bon, il m'a dit de toutes les façons, Sarkozy sera candidat, mais j'irai, je serai candidat. Eh bien, écoute, sur le principe, oui, je vais te rappeler pour te dire. Et j'ai rappelé, et je lui ai dit, Banco, je suis. À partir du moment où je dis je suis, moi je suis. Bruno Le Maire est venu en Martinique, et il était accompagné. Et il avait à ses côtés un jeune personnage qui s'appelait Lecornu. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Et aussi, j'ai organisé, comme ça se fait par ceux qui soutiennent les candidats, chez moi, à mon domicile, j'ai reçu des gens de toutes couches de la société martiniquaise, et je dis bien de toutes, pour rencontrer le candidat que je soutenais, c'est-à-dire Bruno Le Maire. Et Sébastien Lecornu, par la même occasion. Bruno Le Maire devient ministre, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. Donc je suis avec mes deux copains. Je vois que le patron du groupe politique dans lequel je suis a des attitudes qui ne me conviennent pas. J'appelle Bruno Le Maire. Et je lui ai dit, écoute Bruno, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, les actions que mène le président de la République Macron, ça me plaît plus parce que on essaie d'avancer. Moi, j'aime les gens qui essaient de faire avancer les choses. Et toi-même, tu es là. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, va avec La République En Marche. Je dis, c'est là que tu me dis d'aller? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, mais si tu me dis, j'y vais. Donc, je suis allé avec La République En Marche. Et Sébastien Lecornu, et lui, avait été remercié du parti c'est pour ça qu'il m'a dit d'y aller. Enfin, remercier, c'est gentil. On l'a mis dehors. On l'a éjecté. On l'a éjecté. Et regardez le bon ministre de l'économie qu'il fait. Bon, et bien, le résultat, c'est quoi? C'est que je suis resté ami de mes amis. Et jusqu'à présent, oui, Bruno Le Maire, il passe à la télé, je le vois, je lui envoie un message pour lui dire ce que je pense. Je vous jure que dans les 5 minutes que l'émission a fini, j'ai ma réponse pour me dire merci Ralph, j'échange. Le Cornu, c'est pareil, mais j'ai jamais abusé de cette relation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de parler à l'oreille du ministre des Outre-mer. Écoutez, il ne faut jamais avoir de prétention.
Mais si j'ai quelque chose à dire, je pourrais le lui dire. Alors, la Et question... je vais plus loin. Oui. Excusez-moi, pour vous montrer, je n'ai jamais été voir Bruno Le Maire, ministre, pour lui demander quelque chose. J'ai vu son directeur de cabinet pour ma commune, Ouais. mais dans des cadres financiers. Vous savez que j'étais en déficit. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de voir Sébastien Lecornu qui est venu ici et au Marin, il avait reçu tout le monde. Il m'avait assis à côté de lui pour montrer que nous étions des amis. Je suis resté ami. J'ai toujours respecté la fonction qu'ils occupent pour ne pas les embêter. Et je vais terminer en vous disant que, de la même façon, la ministre de l'Outre-mer qui vient de partir, Mme Girardin, son cousin et moi, nous sommes copains depuis plus de 30 ans. Très bien. D'accord? Bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît la ministre aussi, c'est moi. Je n'ai jamais été l'embêter pour quoi que ce soit. On va retenir de cette émission que si vous avez quelque chose à voir avec le pouvoir, passez un coup de fil à Ralph Monplaisir, ça peut peut-être vous aider. Il ne faut pas dire ça aux gens parce qu'ils vont croire ça. Il faut le croire. Alors, on est bien d'accord qu'on revient à un ministre de l'Outre-mer qui n'est pas un ultramarin. Pourquoi? Et ma question, c'est pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on n'a jamais eu un Martiniquais? Vous savez ce qu'ils me disent? C'est pas ma question. Non, mais moi, je vais vous dire pourquoi on n'a jamais eu un Martiniquais. Alors, on aurait mis quelqu'un d'autre que Martiniquais, que les Martiniquais auraient dit attendez, ça suffit maintenant. Et tout le monde y passe. Et tout le monde y passe. Il passe, il repasse, c'est pas nous. Mais nous, on pose un problème. Nous posons un problème. Moi, je passe dans les ministères. Qu'est-ce que j'entends? J'entends, nous recevons des Martiniquais ensemble pour parler de quelque chose. Ils sont partis, on reçoit des coups de téléphone de ceux qui étaient là pour nous dire il ne faut pas écouter ce que celui-là a dit, il ne faut pas si ça. Alors que quand nous avons en face de nous des Guyanais, des Réunionnais ou autres, c'est solidaire. Chez nous, on arrive. Mais chez nous, on n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ils ont des gens qui, par derrière, on se tire des coups. Donc ça veut dire que si on a un Martiniquais, il ne sera pas représentatif. Mais non, parce qu'on a des combats. Bon. On se bat trop entre nous. Ok, ça c'est votre version des choses. Et je suis fatigué de dire ça. Arrêtons les combats. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent on a choisi un nom outre-mer pour faire passer une réforme qui va être importante, qui est celle de la différenciation territoriale. C'est-à-dire Macron veut mélanger un peu l'article 73 et l'article 74 pour donner plus de pouvoir aux collectivités locales. C'est fort possible. Et il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord avec ça. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça non plus. Mais c'est fort possible. Pourtant, Macron lui-même a dit devant tout le monde, quand il a eu tous les maires qui lui disaient « vous nous avez enlevé notre substance, vous, l'État, pour la donner à des collectivités. Maintenant, qu'est-ce qu'on est? On est là pour couper les rubans. » Et il a dit « ce n'est pas moi, c'est le président Hollande qui avait commencé le système. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir le freiner. » Alors, est-ce que c'est ça qu'il a derrière la tête? Est-ce qu'il va donner plus de pouvoir, vous pensez, aux collectivités locales, voire aux collectivités de la proximité que sont les villes? Écoutez, enfin, vous allez passer un coup de fil à Sébastien Lecornu, vous le saurez. Vous nous le direz si c'était vrai et qu'il me le disait, ce ne serait pas moi qui vous le dirais. Bon, l'homme dont vous avez oublié le nom, tout simplement parce que votre cerveau vous a dit « je l'aime tellement pas que j'oublie son nom », il s'appelait Jean-François Copé. C'est bien ça? Voilà. Mais je n'ai rien contre le monsieur, mais je n'étais pas d'accord avec ses idées. On a bien noté que vous n'avez rien contre personne. La petite minute... Il faut respecter les gens. C'est clair. La petite minute culturelle. Vous savez qu'à la fin de l'émission, on chronique quelques petites nouveautés en matière de littérature. Alors, un numéro spécial d'abord d'une revue qui s'appelle Zadig. Alors, c'est une revue qui parle de la France de manière générale. Et là, exceptionnellement, ils se sont souvenus qu'on existe. Le titre, c'est Besoin d'outre-mer. Alors, je vous rappelle qu'on vous présente des bouquins dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec la librairie antillaise. Donc, il est en vente et c'est excellent parce qu'il y a vraiment un regard différencié sur ce que nous sommes, en fait, tous les outre-mer. Et c'est vraiment à saluer. Parce que d'habitude, il s'intéresse au Poitou charentais et à Carcassonne.
Et là, ils ont enfin compris qu'on existait. Ensuite, le Grand Café Martinique de Raphaël Confiant. Bon, Raphaël va dire que pour une fois, je chronique un bouquin à lui, mais c'est l'un de nos auteurs les plus brillants et aussi l'un des plus prolifiques. Et celui-là, il résonne particulièrement dans le contexte actuel. Vous savez, où on déboulonne des statues, on remet en cause l'histoire. Et quand vous finirez de lire ce bouquin, vous comprendrez que c'est d'une complexité autrement plus subtile. Alors, il y a des gens qui ne comprennent strictement rien à l'économie. Alors, j'ai un bouquin à leur conseiller, ça s'appelle « Tout sur l'économie » ou presque. Et vous verrez que, d'ailleurs, si les élus pouvaient se l'approprier, je pense qu'on ferait des progrès essentiels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des critiques, l'un des lecteurs. Et puis, le polar de service, le tout nouveau James Lee Burke, qui s'appelle New Iberia Blues, pour ceux qui connaissent James Lee Burke, qui parle de la Louisiane. Et c'est extrêmement intéressant parce que souvent, dans les romans de James Lee Burke, on retrouve le lien entre la Caraïbe et les Antilles françaises et la Louisiane. Il faut quand même rappeler que beaucoup de béquets sont partis, en particulier d'Haïti. Ils ont fui Haïti au moment de la Révolution haïtienne et ils ont été se réfugier en Louisiane, mais aussi des Martiniquais. Mais vous en avez qui ont des parents là-bas encore. Exactement. Des familles. Et puis beaucoup de Martiniquais noirs, mulâtres ou autres, qui sont là-bas parce qu'on parle une forme de créole en Louisiane. Bien sûr. Voilà. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Vous m'avez tiré beaucoup de verre du nez. J'ai l'impression que cette émission a été particulièrement incorrecte. En tout cas, merci beaucoup. On verra. Et on aura beaucoup de plaisir à vous recevoir à nouveau. À très bientôt. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.